Bonjour à tous. Donc à mon tour de remercier les organisateurs de m'avoir donné l'opportunité de vous présenter ces quelques résultats. Donc comme ça a déjà été dit, ces travaux sont issus de collaboration d'une part donc entre l'école des mines d'Albi, le centre Rhapsody, le centre C2MA de l'école des mines d'Alès et également un laboratoire de l'université de Budapest. Donc mon plan va être assez classique. Je vais faire quelques généralités sur le procédé d'extrusion assistée par fuite supercritique. Et ensuite, je développerai quelques exemples d'applications. Et enfin, je conclurai. Donc quelques mots sur l'extrusion, même s'il y a de nombreux experts dans la salle, donc je vais faire court. Le principe, c'est de pousser une matière à travers une restriction qu'on appelle filière. Donc en général, moi je vais parler de polymère fondu. Il y a différentes technologies, les deux principales étant, en tout cas le procédé principal étant de faire avancer le polymère à l'aide d'une vis. Alors il se trouve qu'il y a des procédés à une vis ou à deux vis. Et l'intérêt principal, c'est de faire en une seule opération de nombreuses autres opérations, d'intégrer en une seule étape. Donc ça peut être la mise en forme des polymères, du mélange, du séchage, la dispersion de charge, etc. Donc c'est un procédé qui s'avère intéressant en termes d'intensification de procédés, également de chimie verte. Dans certains cas, cela peut éviter l'utilisation de solvants. Et puis enfin, il reste relativement souple puisqu'il est maintenant relativement bien maîtrisé dans l'industrie. Donc en ce qui concerne le CO2 supercritique, donc le CO2 supercritique, ce n'est que du CO2 sous pression. Donc je vous ai rappelé les coordonnées critiques ici du CO2. Donc c'est 30 degrés, 74 bars. Donc ça reste relativement accessible. Bon, en pression, on va dire qu'il nous faut travailler à environ 100 bars. Et en température, ça reste des températures intéressantes, en particulier pour des industries de molécules fragiles. Donc une des propriétés du CO2 supercritique, donc quand il est sous pression, c'est de se solubiliser dans les matrices polymères, à des quantités qui peuvent être relativement importantes. Donc ce qui permet en fait de modifier les propriétés du polymère, ou en tout cas du nouveau mélange polymère-CO2. Donc modifier les propriétés, ça veut dire abaisser la viscosité, abaisser les températures caractéristiques, abaisser la tension de surface. Donc sachant que ce n'est pas une liste exhaustive. Donc c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est que le CO2 est gazeux à pression atmosphérique. Donc on va pouvoir facilement extraire le CO2 de la matrice polymère. Et ceci va se faire évidemment avec l'apparition de porosité et également de façon, on va dire, propre, en ne laissant aucun résidu dans le matériau. Donc un exemple pour du PLA qui est mis sous pression de gaz, donc jusqu'à une soixantaine de bars, ce qui n'est pas encore les conditions supercritiques pour le CO2. Vous voyez qu'avec l'hélium et l'azote, on n'observe pas beaucoup d'influence sur la température de fusion du polymère, alors que dès qu'il s'agit du CO2, on observe des variations qu'on peut qualifier d'importantes, puisqu'il n'y a que 60 bars sur la température de fusion du polymère. Donc le CO2 est vraiment un gaz de choix pour les applications de moussage de polymères et de mise en œuvre de polymères. Donc la problématique au départ, nous étions plutôt un laboratoire de génération de poudre, en particulier pour les industries agroalimentaires et pharmaceutiques. Les polymères donc on utilisait plutôt le CO2 comme solvant et comme antisolvant. Mais dans le cadre de la mise en forme de polymères, en particulier pour de la mise en forme de principes actifs, on s'est retrouvé devant la possibilité d'utiliser le procédé d'extrusion, donc qui est déjà connu pour être intéressant pour ce type de mise en forme. L'inconvénient majeur, ce sont les hautes températures qui sont mises en œuvre pour fondre la matrice polymère, donc qui vont entraîner la dégradation éventuelle de certaines molécules actives. Donc, ce qui pourrait justifier l'utilisation de plastifiants, de tiers corps qui ne sont pas forcément désirés pour ce type d'industrie. Donc nous, comme je l'ai dit, on utilisait déjà le CO2, donc il nous suffisait entre guillemets de l'introduire dans la matrice polymère. Il modifie les propriétés, donc l'idée ça a été de coupler les deux procédés pour essayer de créer des nouveaux matériaux. Donc le principe est simple. Donc une extrudeuse ici monovis, on introduit le polymère à l'état solide, il est ensuite convoyé, fondu sous l'effet du chauffage et également de l'énergie mécanique, il est ensuite convoyé à l'état liquide et lors du passage dans la filière, il va revenir à pression atmosphérique. Donc le CO2 va être injecté dans la zone où le polymère est fondu.
L'enjeu ensuite, c'est d'arriver à mélanger les deux constituants pour obtenir un mélange homogène à cette position. Et lors du passage à travers la filière, le CO2 va redevenir gazeux et donc va créer de la porosité. Bon, juste pour rappeler que le fait d'augmenter les pressions et de diminuer les énergies de surface, la tension de surface, permet de rendre très favorable la nucléation et donc on peut espérer faire des petites bulles en très grand nombre. Donc l'objectif étant évidemment de contrôler la taille et la densité des pores par le contrôle des conditions opératoires. Donc je vais vous présenter très rapidement deux exemples. Donc le premier concerne... je vais d'abord montrer des cas où ça marche et des cas où ça ne marche pas. Ensuite, je traiterai l'exemple de nanocomposites et enfin le traitement de molécules actives pharmaceutiques. Donc le dispositif expérimental, donc une extrudeuse classique, instrumentée. Le CO2 est injecté par une pompe, on va dire au bon endroit. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à mélanger les deux constituants. Donc pour ça, on peut utiliser des artifices type mélangeur statique ou d'autres systèmes. Évidemment, le CO2 se redésolubilise à la sortie de la filière, et donc on va avoir le moussage qui va survenir. Donc un mauvais exemple dans le cas de biopolymères, donc c'est un exemple de PHBHV, enfin un mauvais exemple entre guillemets. Donc on voit que la porosité est relativement inhomogène et mal dispersée. Donc ceci peut s'expliquer par principalement le caractère semi-cristallin du polymère qui empêche une dissolution homogène du CO2. Et puis évidemment, plus c'est chaud, plus les bulles ont le temps de croître et donc c'est défavorable. Donc ça, je vais revenir sur ce point-là. Avec un bon exemple, donc un polymère comme le PLA, qui mousse très très bien, puisqu'on obtient des porosités de l'ordre supérieures à 95%. Donc je vous ai mis évidemment une des plus belles images. Donc une des problématiques par contre, c'est les températures qu'il faut atteindre pour réussir un bon moussage. Donc sur ce graphe, vous avez représenté la porosité en fonction de la température de la filière pour différentes températures de matière et différentes quantités de CO2. Donc à des températures, les triangles bleus de 140 degrés avec un peu de CO2, on est très vite limité par les pressions qui sont présentes dans le dispositif expérimental. Par contre, il suffit d'augmenter la quantité de CO2 pour obtenir les points bleus. Donc ça va permettre de plastifier le polymère et en fait d'atteindre des températures au niveau de la filière qui vont permettre le bon moussage. Si on rebaisse encore la température de la matière, il faut soit augmenter la quantité de CO2 pour replastifier le matériau, soit remonter les températures de la filière pour de nouveau obtenir des mousses satisfaisantes. Donc ça, du niveau opératoire, c'est pas toujours évident de coupler à la fois la baisse de température, l'ajout du CO2 petit à petit. Et on voit également que grâce aux cinétiques de refroidissement qui sont différentes à cause de la présence du CO2, on peut avoir, on va dire, une modification de la cristallinité du matériau qui va pouvoir être, entre guillemets, contrôlée par les conditions opératoires. Donc un des premiers exemples, c'est la problématique qui a déjà été évoquée dans les différents posters. Bon, toujours l'intérêt pour les polymères biosourcés, l'objectif d'en modifier les propriétés en ajoutant des nanocharges, par exemple des argiles. Et la question, c'était quel pourrait être l'intérêt d'abord du CO2 en tant qu'agent moussant, puis également peut-être sur la modification des propriétés du matériau. Donc comme je l'ai dit, c'était un PHBV. Donc l'information importante, c'est qu'il n'est pas toujours facile à mettre en œuvre à cause de ces cinétiques de cristallisation lente. L'argile était une argile qu'on va qualifier de classique, qui était modifiée pour avoir de bonnes interactions avec les matrices polymères. Donc la première étape a été de réussir à parfaitement mélanger les deux. Donc ce qui a été obtenu par extrusion bivis, avec différentes quantités d'argile. Bon, je vais aller assez vite sur les résultats, donc c'est également observé par thème. Donc globalement, l'intercalation a été obtenue pour toutes les concentrations, donc une bonne qualité de dispersion des argiles. Seul bémol sur cet exemple-là, on a observé une dégradation
la matrice. Donc, ça a nécessité un très bon contrôle du profil de température lors de la fabrication du nanocomposite. Ce mélange-là a ensuite été moussé. Donc ici est représentée la pression en fonction de la fraction massique de CO2. On peut voir l'effet plastifiant du CO2 puisque la pression diminue quand la quantité de CO2 augmente. Une certaine modification, alors faible pour cet exemple-là de la porosité, mais quand même un effet sur la taille des pores qui a été fabriqué. Donc on peut espérer, par les conditions opératoires contrôlées, en tout cas ajuster la structure poreuse. Et puis encore une fois, du fait de la présence du CO2 lors de la phase de refroidissement, on peut voir que la cristallinité du polymère a été modifiée. Donc le CO2 peut permettre de fabriquer des nanocomposites à propriétés contrôlées, donc avec les propriétés qui nous intéressent en fonction de l'application. L'autre exemple concerne la mise en forme de principes actifs pharmaceutiques. Donc la problématique, c'est que de nombreuses molécules pharmaceutiques présentent une très faible solubilité dans l'eau, donc de fait dans les fluides dans le corps humain. Donc ça nécessite une formulation qui doit être adaptée pour entre guillemets les rendre solubles. Donc l'extrusion fusion donc à chaud est déjà connue pour permettre de mélanger de façon très intime le principe actif et une matrice polymère. Cela peut permettre à la fois soit d'accroître la biodisponibilité si on choisit une matrice soluble, ou alors d'obtenir des systèmes à libération retardée dans le temps si on utilise une matrice qui n'est pas hydrosoluble. Donc l'avantage, c'est que c'est un procédé continu, donc, qui peut permettre de ne pas utiliser de solvant. Les temps de séjour restent courts, et surtout on peut atteindre des pourcentages d'actifs qui sont relativement élevés, plusieurs dizaines de pourcents, ce qui n'est pas toujours évident en formulation. L'inconvénient, comme je l'ai dit, ce sont les températures qui sont élevées, donc d'où l'intérêt du CO2 pour éviter d'ajouter des plastifiants pour abaisser les températures opératoires. Un autre intérêt qui a déjà été évoqué ce matin dans la fabrication des mousses, ça peut être l'ingénierie tissulaire, soit pour encapsuler des molécules, soit pour servir de lieu pour de la prolifération cellulaire, et puis également la fabrication de nouvelles formes galéniques. Donc je vais vous présenter un exemple pour une matrice polymère, donc qui est un polymère pharmaceutique qui est déjà largement utilisé pour l'enrobage, en particulier pour le masquage de goût, avec différents types d'actifs, en particulier différentes températures de fusion. Donc d'un point de vue procédé, on confirme que le CO2 permet d'abaisser les températures, ici le couple de la machine, donc les températures opératoires, et on peut voir pour l'exemple de la spironolactone, que grâce au CO2, nous avons pu baisser les températures opératoires, augmenter les débits, et donc avoir un effet significatif sur la dégradation du principe actif. Donc le CO2 permet de disperser des molécules actives qui ne seraient pas forcément candidates pour le procédé d'extrusion. Donc j'ai quelques problèmes de caractère, c'est le passage de Macintosh à PC. Donc l'idée, c'est plutôt de baisser les températures opératoires et d'augmenter le débit, et donc de diminuer le risque de décomposition. Donc nous avons pu fabriquer des mousses avec des porosités très élevées. À mon grand désarroi, on s'est évertué à fabriquer des jolies mousses, mais l'idée a plutôt été de les broyer. Et il s'avère que le nouveau matériau est très très facile à broyer, ce qui n'est pas du tout le cas de la matrice non moussée. Ensuite, on s'est intéressé à la dispersion de l'actif. Bon, on peut montrer par différentes caractérisations que le principe actif est sous forme amorphe. Donc ça va être par une disparition d'un pic DSC ou par la disparition des pics en rayons X. Une cartographie a également été faite en spectroscopie Raman. Donc on peut voir ici en haut, vous voyez les mélanges physiques, où on voit clairement les grains de principe actif, alors que sur les extrudats, moussés ou non d'ailleurs, le principe actif est parfaitement mélangé, donc à une échelle probablement nanométrique à l'intérieur de la matrice. Donc on obtient une dispersion solide, il reste à déterminer si on est parvenu à une taille moléculaire. Donc évidemment, la propriété d'usage intéressante, c'est la dissolution dans des milieux aqueux, alors qui sont représentatifs de certains fluides biologiques. Donc ce que l'on peut voir, c'est que le principe actif est
de façon générale peu soluble. Lorsqu'on l'extrude, il est beaucoup plus soluble. Si on broie les extrudats, dans certains cas, on a pu observer encore une amélioration du fait de l'augmentation de la surface spécifique des particules qui étaient créées. Et puis si on utilise la mousse, on peut voir qu'on est capable d'ajuster la dissolution en fonction de la propriété de la mousse. Voilà, je suis allé un peu plus vite que prévu. Donc j'ai essayé aujourd'hui de vous montrer l'intérêt du couplage entre deux technologies, donc le CO2 supercritique et l'extrusion. Donc on est capable d'obtenir des mousses avec des porosités élevées qui peuvent être relativement ajustées par les conditions opératoires, en tout cas dans une certaine gamme. Donc c'est un procédé qui peut être utilisé pour fabriquer des mousses nanocomposites avec des applications qui peuvent être diverses. Aujourd'hui, on travaille également à la dispersion de nanoparticules de chitosane qui ont été générées par des procédés utilisant le CO2 supercritique dans une première étape. Et pour les mélanges incluant des molécules actives, on va dire, donc nous avons pu obtenir des augmentations alors de biodisponibilité, c'est un peu rapide, en tout cas de solubilisation dans des milieux représentatifs, une stabilisation de la phase amorphe, une broyabilité de la poudre améliorée, qui peut permettre ensuite de la manipuler pour d'autres mises en forme. Et puis surtout, ça étend le domaine d'application du procédé à des molécules plus fragiles en termes de température. Donc pour nous, ce procédé-là nous permet d'étendre les domaines d'application et donc nous offre de nouvelles opportunités pour la fabrication de matériaux nanostructurés. Juste pour terminer, je voulais faire un zoom sur donc une plateforme galénique, une plateforme technologique qui a été créée par le Centre Rhapsody depuis quelques années. Alors, ça fait 2 ans maintenant qu'elle est réellement effective. Donc, elle se situe à Castres, donc dans le Tarn, à une grosse demi-heure d'Albi. Donc, l'idée, c'est d'avoir un espace entre guillemets pharmaceutique qui va permettre de manipuler des molécules actives, ce qui n'est pas toujours évident dans nos laboratoires qui reçoivent beaucoup de public. Donc l'objectif est de mettre à disposition de nos partenaires industriels des différents procédés, différents outils de caractérisation. Donc pour le moment, nous sommes équipés avec 3 procédés et une technique de caractérisation. Donc un des premiers procédés, c'est l'extrusion justement à chaud. Donc il s'agit d'une extrudeuse Bivis Pharma qui à terme devrait recevoir l'injection de CO2. Et 2 autres procédés qui permettent de générer des dispersions de principes actifs aussi dans des matrices, soit à partir de gouttes, soit par une technique classique d'atomisation. Et enfin, la technique de caractérisation, c'est un microscope Raman confocal AFM, donc qui permet d'étudier entre autres les formulations qui ont été mises en œuvre sur ces différentes technologies. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions, soit sur l'extrusion, soit sur la plateforme. Les questions. Le débat est ouvert. Il n'y a pas de questions. Ah, si, quand même. Edith Pevrel-Didier du CEMEF Mines ParisTech à Sophia Antipolis. Je voulais revoir les transparents qui correspondaient à la dispersion dans le pH BV de la C30B. Voilà, il y avait les rayons X. J'avais l'impression que c'était sur le premier transparent, j'avais l'impression que ça s'exfoliait parfaitement. Ah non, c'était... Oui, et quand on regarde après là, c'est plus le cas ou c'est moi qui vois pas bien? Ça vient peut-être des pourcentages. Des pourcentages d'argile qui sont mis en œuvre, puisqu'il y a, je ne sais pas si c'est ça la réponse, 2,5% ici, 10 et 20. Donc effectivement, quand on augmente la quantité d'argile, on voit l'exfoliation l'intercalation qui se dégrade. Et ensuite, lorsqu'on le redilue, donc je suis passé un peu vite sur ce point-là, lorsqu'on le redilue à 2,5%, on retrouve ce qu'on avait obtenu directement avec le mélange à 2,5%. Donc on a quelque chose qui est partiellement exfolié, partiellement intercalé. On a toujours un pic, on est d'accord? Le pic à 2,5 ou degrés ou quelque chose comme ça, non?
Même quand c'est à 2,5%. Ce- Sur le B, on a Celui-là, ça s'est intercalé. Ça s'est mais, intercalé. voilà. l'ex- Et quand on regarde à des échelles plus grandes, est-ce qu'on voit des agglomérats? Alors ça peut être Nicolas, je ne sais pas si. Est-ce qu'on voit des choses qui sont supérieures au micron? Donc ouais, sur la dispersion, en fait, toute l'idée c'est que c'est des polymères qui sont assez thermosensibles, hein, qui vont s'hydrolyser facilement. Donc en fait, la démarche c'était d'essayer de voir si en faisant des master batch qu'on rediluait après, on arrivait à garder le même degré de dispersion tout en ayant un apport de polymère neuf pendant le moussage qui permettait de récupérer en fait les propriétés de la matrice. Et donc en fait, ce qu'on voit sur les deux photos, effectivement, c'est que quand on fait un master batch à 20%, donc c'est la photo en bas à gauche. Évidemment, on est sur quelque chose qui est plutôt intercalé, voire pas très bien dispersé. Et tout l'idée, c'était ensuite de voir si quand on diluait, c'est-à-dire sur la photo juste à droite, à côté, en bas à droite, on était capable de récupérer cette dispersion. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que le PHBV, c'est un matériau qui cristallise pas très bien. Alors qui cristallise un peu trop pour faire le moussage, mais qui est quand même un peu gênant en termes de cinétique de cristallisation, ce qui fait que sur la photo à gauche, on voit qu'il y a des agents nucléants en fait qui sont là pour favoriser la cristallisation. Donc c'est très difficile d'avoir des matériaux modèles, hein, parce qu'effectivement on se retrouve aussi en général les charges qui sont rajoutées, c'est du nitrure de bore qui passe en packaging en termes de quantité, parce que c'est des grades ici de packaging qui ont été utilisés, mais qui évidemment modifient aussi les propriétés et qui vont agir sur notamment tout ce qui est cinétique de cristallisation. Voilà. Et on n'a pas d'agglomérat qui soit plus gros que les tailles qu'on observe là Non, à cette échelle-là, non, on a regardé au MEB aussi, on n'avait pas du tout d'agglomérat. Après, effectivement, le pic d'intercalation, on le voit toujours, et après, c'est toujours difficile de quantifier la quantité exfoliée intercalée, mais on ne fait pas disparaître complètement le pic d'intercalation. Donc ça ne gêne pas le procédé mousse finalement, c'est suffisamment petit pour ne pas gêner. Non, ouais, tout à fait. En fait, ce qu'on a même observé, c'est que suivant les concentrations, tu me compléteras si c'est que suivant les concentrations de CO2, en rajoutant des nanocharges, on arrivait à mieux homogénéiser les mousses. Donc ça avait un intérêt parce qu'en fait, ça fait des sites de nucléation qui permettent d'améliorer l'homogénéisation de la mousse. Ouais. Voilà. Ça restait un très mauvais candidat pour le moussage, parce qu'en fait, j'ai parlé de la problématique de le refroidir. Et il s'avère qu'il y avait des transitions où il devenait solide dès qu'on essayait de le refroidir. Voilà. Donc au niveau moussage, ça s'est révélé, comme je l'ai dit, un mauvais candidat. Alors que pour un PLA, par exemple, ça marche vraiment très très bien. Merci. Autre question? Alors, moi j'en ai une. Le PHBV est un polymère qui n'est pas forcément très sympathique par rapport à sa stabilité thermique. Est-ce que dans les travaux qui ont été effectués avec injection de CO2 supercritique, est-ce qu'on a des dégradations de PHBV qui ont été mises en évidence? Est-ce qu'il y a nécessité d'utiliser des stabilisants thermiques pour ce polymère dans certains cas, et notamment lorsqu'on va incorporer des argiles organomodifiées dont la chimie de surface peut-être on va dire endommager le PHBV? Alors là aussi, Nicolas me complétera peut-être. On l'a très peu travaillé seul. Donc c'est vrai que la dégradation qu'on a observée, dans tous les cas où on l'a extrudé, on l'a pas mal expliqué par la présence des argiles, effectivement. Alors, c'est pas quelque chose de mémoire qu'on a vraiment regardé, mais on pourrait effectivement espérer que l'abaissement des températures opératoires, grâce à l'utilisation du CO2, pourrait permettre d'abaisser cette dégradation. Ouais, donc juste un petit complément, c'est qu'effectivement on a vu une dégradation, donc toute l'approche master batch c'était justement de limiter cette dégradation en apportant du polymère neuf pendant le moussage, et même si on n'a pas mesuré les distributions de masse molaire, on a fait des mesurologiques qui ont permis de montrer que en utilisant l'approche master batch, on gardait à la fois une bonne dispersion des argiles tout en récupérant les propriétés rhéologiques de la matrice de départ. Donc en fait ça permet de limiter énormément la dégradation, cette approche-là, en apportant du polymère neuf pendant le moussage. Donc on travaillait en fait avec un master batch pendant le moussage qu'on diluait pendant le moussage. Et ça a permis de limiter cette dégradation qui par contre était assez importante si on utilisait directement le nanocomposite. Ce qui a priori n'était pas dû au CO2 par contre. Je pense pas que ce soit le... Je pense que c'est plus on va dire la stabilité thermique intrinsèque du PHBV, et puis aussi on va dire le contact avec l'argile. Oui.
une question. Dominique Gelin, Mine Paritech. Pour ce qui concerne les mousses que vous obtenez, est-ce que ce sont des mousses fermées ou ouvertes? J'imagine qu'elles sont fermées. Quelle est la granularité des cellules? Et est-ce qu'on arrive à avoir quelque chose d'à peu près homogène? Vous pourrez imaginer d'autres applications. Ou est-ce que c'est quelque chose d'extrêmement hétérogène? Alors, elles sont, donc, l'ouverture de la porosité interne peut être modulée par le type de PLA qu'on va utiliser. Il y a aussi également des technologies qui peuvent mélanger plusieurs agents moussants pour créer justement différentes tailles et différentes structures. Pour l'instant, on a quand même un effet de peau. Donc on a une peau externe qui n'empêche pas forcément d'accéder rapidement à la porosité de façon instantanée. Par contre, dès que cette peau, entre guillemets, s'ouvre, ça reste relativement ouvert. Pour ce qui est de la taille des cellules, hop, j'ai perdu. Alors, selon le type de polymère aussi, on va aller de la centaine, donc peut-être ici 50, 100 microns, mais il y a aussi des exemples où on descend à quelques dizaines de microns. En dessous, ça paraît peu raisonnable. Y a-t-il encore des questions? C'est pas une question, c'est une curiosité. À la fin, la plateforme que vous avez parlé, vous avez mentionné d'un moyen que vous avez utilisé, des rameaux couplés de FM. En fait, c'est un outil de caractérisation qui est mis à disposition, qui est disponible sur la plateforme dont j'ai parlé à la fin, que je connais encore très peu. Hop. Tant pis pour moi. Donc en fait, je ne l'ai pas vraiment utilisé, je n'ai pas vraiment présenté de résultats dans le cadre de cette présentation, mais il fait partie des outils présents sur la plateforme et donc qui pour l'instant sont mis à disposition de partenaires. Encore une question? Nous avons encore le temps. Bien. Merci Martial.